Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être présent ici avec le professeur Dominique Lacroix. Donc, nous allons modérer cette table ronde sur la thématique de se préparer à agir dans un environnement incertain, avec plusieurs thématiques qui vont être abordées, celle de l'incertitude démographique, de l'incertitude financière et celle de l'instabilité réglementaire, juridique, voire politique. On l'a vu tout à l'heure, ces éléments sont tout à fait majeurs pour nous éclairer dans ce contexte de gestion de crise que nous vivons actuellement. Alors en introduction, je voudrais citer Edgar Morin, qui indique que la connaissance est une navigation dans un océan d'incertitude à travers des archipels de certitude. Et comme l'ont très bien montré les intervenants précédents, nous devons décider, nous, responsables hospitaliers, qui sommes doyens, directeurs généraux ou présidents de commission médicale, dans un environnement d'incertitude. Et décider et agir, et les intervenants précédents l'ont très bien montré également, en prenant en compte à la fois les savoirs, les connaissances, qui par définition sont évolutives et incertaines. On le voit tout particulièrement, même la vérité scientifique est très variable, y compris dans l'interprétation des données de la pandémie et les prévisions sur la pandémie. Et nous agissons au vu de ces éléments qui sont liés à notre trajectoire professionnelle, qui sont liés à nos formations, qui sont liés aux informations dont nous disposons de l'environnement, mais aussi en fonction de nos biais cognitifs, ça a été très bien rappelé, en fonction de notre vision subjective, en fonction d'intérêts particuliers aussi. Nous devons porter, nous, responsables, l'intérêt général au milieu de cet océan d'incertitude. Et cette table ronde a pour opportunité de nous permettre de prendre un peu de recul par rapport à cette gestion court-termiste de la crise et de nos CHU qui nous mobilisent en permanence, et de nous donner un peu de vision prospective sur des éléments d'incertitude, mais qui doivent nous aider dans cette gestion de la décision et de l'action au quotidien. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Donc nous allons, avec Dominique Lacroix, introduire les différents intervenants. Il y aura un temps à la fois de présentation et ensuite un temps d'échange et de questions avec la salle. Peut-être rappeler à chacun qu'il faut impérativement parler dans le micro parce que nous allons avoir des intervenants en visio. Donc merci pour eux de vous exprimer dans le micro. Un micro va être donné à chacun ou chacune qui voudra poser des questions. Et nous espérons, à travers cette table ronde, vous éclairer encore mieux pour vous permettre de décider dans les meilleures conditions dans ce contexte particulièrement mouvant que nous vivons aujourd'hui. Voilà, cher monsieur le doyen. Merci, je souscris complètement à ce que vient de dire Véronique Anatole-Touzé. Je pense qu'on est sur peut-être un synonyme supplémentaire, puisque François René disait incertitude à ne pas confondre avec imprévu. Moi, je rajouterais également indétermination. Et on est peut-être là sur une utopie de déterminisme, dans la mesure où, sur le premier sujet qui est au cœur des préoccupations à la fois du doyen que je suis, de notre directeur d'ARS, de notre DG de CHU, de notre PCME, sur un point où l'on pense avoir les leviers d'action. Et en ayant abandonné le numerus clausus pour le numerus apertus, on s'illusionne peut-être encore, dans la mesure où on voit bien que la sociologie de nos futurs collègues a changé et qu'il ne suffit pas de faire rentrer dans le circuit de formation de futurs professionnels pour avoir une idée de la façon dont ils exerceront leur art ensuite. On a un papier dans le Lancet qui date déjà de quelques années, qui dit que l'adolescence en Europe occidentale se termine à 24 ans. Et donc, à l'indétermination collective répond une somme d'indétermination individuelle qui gère de l'incertitude, et ce qui rend très complexe l'approche des analyses démographiques. Et vous savez très bien, je me tourne aussi vers notre président du Conseil de l'Ordre, que ce n'est pas parce qu'un médecin généraliste est diplômé qu'il va s'installer et visser sa plaque. Et on sait très bien qu'il faut de nombreuses années de maturation et de remplacement parfois itinérants avant qu'il ne se fixe quelque part, si un jour se fixe-t-il. Donc on va sans plus tarder donner la parole à la première oratrice, qui est Madame Muriel Barlet, de l'Observation de la santé et de l'assurance maladie, qui est directrice à l'adresse et qui nous rejoint en visio. Donc Madame Barlet, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Alors, j'avais un diaporama, mais je ne le vois pas à l'écran. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis Muriel Barlet, je suis sous-directrice à l'Observation de la santé
et de l'assurance maladie à la DRES, donc la direction statistique du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, je vais vous parler de démographie et plus particulièrement des modèles de projection en se posant la question de est-ce qu'ils servent à réduire l'incertitude. Alors d'abord, quelques mots d'introduction. Les modèles de projection, c'est des modèles qui servent à savoir combien de professionnels seront disponibles dans les années à venir pour apporter des soins à la population. Et on développe des modèles de projection pour 6 professions, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes. C'est un exercice qu'on mène depuis une vingtaine d'années, notamment pour les médecins et qui servent à éclairer les décisions publiques, notamment les décisions publiques d'entrée en formation des professionnels de santé, puisque comme vous le savez, quand on forme un professionnel, il va exercer pendant normalement une quarantaine d'années. Donc, il est important de savoir l'impact des décisions qu'on prend aujourd'hui sur le futur et sur les 40 prochaines années notamment. Néanmoins, les projections, ce n'est pas des prévisions. On fait évoluer le nombre de professionnels en fonction des comportements qu'on a observés dans le passé. Et comme vous l'avez fait remarquer dans votre introduction, ces comportements peuvent évoluer, mais on ne fait pas de prédiction sur ces évolutions. Ainsi, il faut bien voir ce qu'on projette, sur quelle hypothèse on se base pour que ces projections puissent être pleinement utiles au débat public. Donc, comme je l'ai dit, on fait régulièrement des exercices de projection et les derniers qu'on a fait, c'était au début de l'année, dans le cadre des travaux de la conférence nationale, donc pour mettre en place la réforme du numerus apertus. Et donc, je vais vous présenter les modèles de projection et en particulier le modèle médecin qui ont été développés à cette occasion. Alors, avant de rentrer dans le détail des modèles, je trouvais intéressant pour éclairer cette question de l'incertitude de revenir un peu sur le passé et de se dire, après tout, vu que ce n'est pas la première fois que nous effectuons des projections à l'adresse, est-ce que ce qui avait été projeté dans le passé correspond à ce qui a été observé? Et sinon, pourquoi? Donc ça, sur ces graphiques, vous voyez les résultats du modèle de 2008. Les courbes en rouge, c'est ce que nous avons projeté. Sur le graphique de gauche, c'est pour les médecins de moins de 60 ans diplômés en France. Et sur le graphique de droite, c'est pour l'ensemble des médecins. Les courbes bleues, c'est ce que nous avons observé dans les premières années après le modèle, donc les années 2008 à 2015. Vous voyez que sur les médecins de moins de 60 ans, ce qu'on avait projeté, diplômés en France, ce qu'on avait projeté correspond assez bien à ce qu'on a observé. En ce sens, on est plutôt content sur le fait qu'on avait réduit l'incertitude et qu'en prenant en compte la démographie passée des professionnels, et notamment la structure par âge, on prédisait assez bien ce qui allait se passer. Néanmoins, entre notre modèle de 2008 et les années qui ont suivi, il y a eu une réforme des retraites. Point qui n'était pas pris en compte dans le modèle, puisqu'elle n'existait pas encore au moment où on l'a fait. Et cette réforme a conduit à ce qu'il y ait plus de médecins âgés, enfin, de plus de 60 ans, en activité. Et par ailleurs, alors ça c'était clairement dit dans les hypothèses du modèle de 2008, il ne simulait pas les médecins à diplôme étranger, parce qu'on considérait à l'époque qu'il y avait trop d'incertitudes justement sur ce flux de médecins. Et donc on voit sur le graphique de droite que là, quand on compare les projections de 2008 et l'observé sur l'ensemble des médecins, les deux courbes divergent assez notablement. Donc, on a tiré les conséquences de cette observation en mettant à jour, bien sûr, le modèle en prenant en compte les réformes des retraites, puisque après elles étaient effectives, et aussi en proposant une modélisation des médecins diplômés à l'étranger, puisqu'ils comptent assez fortement dans les évolutions démographiques.
Donc maintenant, pour entrer un peu plus dans les détails, un modèle de projection, il a pour finalité de modéliser la carrière des professionnels et donc de donner le nombre de professionnels sur chaque année à venir jusqu'en 2050 pour les projections actuelles. Il part d'une situation initiale, donc qui sont les effectifs qu'on connaît actuellement. Et pour le modèle que je vais vous présenter, la situation initiale, c'est une photographie du répertoire partagé des professionnels de santé, donc du répertoire des inscriptions à l'ordre, au 1er janvier 2020. Puis ensuite, chaque année, il fait évoluer les professionnels, donc en les faisant vieillir et évoluer dans leur carrière, et puis entrer de nouveaux professionnels à travers les professionnels qui sont diplômés en France et à l'étranger. Donc, comment ça se passe? On a un nombre de professionnels qui sont actifs au 1er janvier d'une année N. Il leur arrive un certain nombre d'événements. Ils peuvent partir à leur retraite, cesser temporairement leur activité, changer de mode d'exercice ou changer de région. Et donc, ils évoluent, ces professionnels, et deviennent les actifs au 1er janvier de l'année N+1. En parallèle, on modélise les études et donc on a un certain nombre de diplômés qui sortent du système d'études. Donc ce nombre de diplômés dépend du nombre d'entrées en formation. Et puis après, ces diplômés, ils vont rentrer dans la vie active avec un certain délai. Comme vous me l'avez précisé, ils ne s'installent pas forcément tout de suite. Et donc, on modélise qu'il peut y avoir un délai entre la fin des études et l'entrée dans la vie active. En parallèle, il y a des diplômés étrangers qui arrivent aussi en France pour exercer leur profession et qui ont un certain profil en termes de spécialité, de sexe et âge dont il faut tenir compte pour les caractériser. Donc, c'est ce qu'on appelle les primo-entrants de l'année N et on les ajoute à la base des actifs qu'on avait et on obtient ainsi l'ensemble des actifs en début d'année N+1 et puis ensuite, on recommence. Donc, au final, pour réaliser les modèles de projection, il faut faire un certain nombre d'hypothèses. Donc, il faut faire des hypothèses sur les entrées en formation. Il faut faire des hypothèses sur les délais à l'installation. Il faut faire des hypothèses sur les entrées effectives, puisqu'il peut aussi y avoir des fuites, c'est-à-dire des professionnels formés qui ne s'installent jamais. Il faut faire des hypothèses sur le nombre de diplômés à l'étranger et ensuite, il faut modéliser toutes les évolutions au long de la carrière, donc essentiellement les changements de mode d'exercice, les départs à la retraite, les cessations temporaires d'activité. Donc, sur la base de ces hypothèses, on fait ce que l'on appelle un scénario tendanciel. Un scénario tendanciel, c'est le scénario qui reproduit ce qui s'est passé dans les années récentes. Donc, on modélise le comportement des professionnels de santé dans les années récentes, 2017-2020, pour le modèle qui nous intéresse ici, et on le reproduit dans les années futures. Donc, c'est là où il faut bien voir que c'est des projections. Ce n'est pas forcément le scénario qui va se réaliser, mais c'est le scénario qui permet de savoir qu'est-ce qui va se passer si rien ne change. Et à partir de ce scénario, on peut faire des variantes et on peut voir l'impact qu'ont ces variantes sur la démographie. Donc voilà les hypothèses qui ont été faites pour les scénarios tendanciels que je vais vous présenter ici. Pour le modèle de médecin que je vais vous présenter plus en détail, on modélise 8700 entrées en formation par an. On a en début de période de projection 7100 entrées en activité par an, puisque c'est les médecins qui rentrent maintenant sont rentrés en formation il y a quelques années, donc les numerus clausus étaient un peu plus bas à l'époque. On considère qu'ils s'installent, qu'ils mettent 0 à 2 ans à s'installer. Donc s'installer, ce n'est pas forcément s'installer en libéral, hein, c'est exercer une première activité. Donc ça peut être aussi une activité de remplaçant, une activité de salariés. Et on considère que chaque année, 200 nouveaux médecins à diplôme étranger viennent exercer en France, puisque c'est la moyenne de ce qu'on a observé sur les dernières années.
Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez les courbes pour les 4 professions. Pour les médecins, c'est la courbe en bleu. Ce qu'on observe, 2 choses. De ce que nous disent ces modèles de projection sur les médecins. La première, c'est que la tendance qu'on observe depuis quelques années de baisse du nombre de médecins devrait se poursuivre jusqu'en 2025. La deuxième, c'est qu'après cette période de baisse, on va en revanche être sur une hausse qui est relativement dynamique. Pour les autres professionnels de santé, on voit qu'on peut être sur des dynamiques qui sont complètement différentes. Sur les pharmaciens, ça ressemble un peu aux médecins, mais avec une croissance plus faible à la fin. Et pour les chirurgiens dentistes et pour les sages-femmes, et encore plus pour les sages-femmes, on est sur des croissances qui sont plus dynamiques. Et pour les sages-femmes, c'est la poursuite d'un dynamisme qu'on observait déjà dans les années récentes. Donc ensuite, ces modèles, on peut les décliner puisqu'ils peuvent nous donner des résultats détaillés, pas uniquement sur l'ensemble de la profession, mais aussi suivant certaines caractéristiques, puisque dans les bases de médecins qu'on modélise, on conserve ces caractéristiques. Donc la première, qui peut être intéressante à regarder, c'est de décliner les projections de médecins entre libéraux et salariés. Ce qu'on voit ici, c'est que si on poursuit les comportements actuels, on va poursuivre la hausse du nombre de salariés et poursuivre la baisse du nombre de libéraux qui finira par réaugmenter, mais plutôt dans les années 2030-2040. Alors là, il faut bien voir que les hypothèses de comportement constant sont particulièrement importantes dans cette déclinaison. Parce que si à un moment, par exemple, il y avait une offre de postes salariés qui était plus importante, on pourrait penser que la dynamisme du salariat va être encore plus importante si les jeunes médecins ont une appétence pour ce type d'exercice. À l'inverse, si le nombre de postes de salariés était plus rationné, on pourrait voir des effectifs libéraux qui augmentent plus vite que ce qu'on a projeté pour l'instant. Autre déclinaison qui est possible, c'est de faire des déclinaisons en fonction des spécialités. Donc là, vous avez en jaune les autres spécialités et en bleu foncé les spécialistes de médecine générale. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que la dynamique est moins soutenue pour les médecins généralistes, avec une baisse qui est plus marquée que pour les autres spécialités. Mais là encore, ce qu'on n'intègre pas dans ce modèle, c'est qu'il pourrait y avoir des évolutions au niveau des OCN qui pourraient changer la répartition entre les spécialités de médecine générale et les autres et qui pourraient faire évoluer ces courbes d'une façon relativement différente. Et la troisième dimension qu'on peut regarder, c'est la dimension régionale, puisque le modèle de médecin est régionalisé, ce qui n'est pas le cas des autres modèles parce que les effectifs ne sont pas suffisants. Et ça peut permettre de se poser la question, est-ce que les professionnels qu'on forme aujourd'hui vont conduire à réduire les inégalités de répartition entre régions? Alors, le choix de la région de mode d'exercice, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez difficile à prédire parce qu'il peut dépendre assez fortement de la sociologie des professionnels qui s'installent. Néanmoins, ce qu'on observe dans les données, c'est que, et puis c'est aussi quelque chose qui ressort de la littérature étrangère, c'est que les professionnels s'installent quand même plus facilement dans des territoires dans lesquels ils ont des attaches, et notamment là où ils ont fait leurs études, peut contribuer comme un facteur d'installation. Néanmoins, si on regarde les répartitions de formation qu'on a aujourd'hui, on voit que ça ne va pas tellement influencer la répartition des professionnels entre les régions dans les années à venir et qu'on va rester finalement sur des répartitions entre régions de médecins qui vont rester assez similaires en 2030, 2040 et 2050. Alors ensuite, une fois qu'on a projeté l'offre de médecins ou d'autres professionnels de santé, la question qui se pose, c'est est-ce que cette offre va être suffisante pour répondre aux besoins de soins de la population ?
Alors, mesurer les besoins de soins, c'est extrêmement compliqué puisque ça dépend de tout un tas de facteurs. Donc, il faut toujours être relativement modeste sur cette question. Mais il y a quand même deux facteurs majoritaires et qu'on peut prendre en compte, qui est que les besoins de soins vont dépendre de la taille de la population. Et si la population augmente, ses besoins de soins devraient augmenter. Et il va aussi dépendre de l'âge de la population. Les populations âgées consommant plus de soins que les populations jeunes, mais avec une différence entre types de professionnels, c'est-à-dire que ça, c'est vrai pour tous les professionnels. Évidemment, pour les sages-femmes, par exemple, c'est pas du tout au même âge qu'il y a si j'ose dire, des pics de surconsommation de soins, mais même entre les autres professionnels, pour les médecins et pour les infirmiers, par exemple, c'est assez différent. Pour les infirmiers, la population âgée consomme la majorité des soins infirmiers, alors que pour les médecins, c'est quand même un peu plus uniformément réparti sur l'ensemble de la population. Donc, pour prendre en compte ces besoins de soins, on fait deux choses. On mesure des densités, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de professionnels et la population, et des densités standardisées, c'est-à-dire ce même rapport, mais on déforme la population en tenant compte de sa structure par âge, et donc on pondère plus les personnes les plus âgées, et donc c'est ce qu'on appelle une densité standardisée, et ça permet de prendre en compte le vieillissement de la population. Donc voilà ce que ça donne pour les médecins. La courbe en bleu, c'est notre courbe d'effectifs qu'on regarde depuis tout à l'heure. Donc on voit qu'elle diminue et augmente assez fortement. La courbe en jaune, c'est la densité. Donc là, on voit qu'elle diminue plus et qu'elle augmente moins fortement, puisque ce que nous disent les projections de population de l'INSEE, c'est que la population va augmenter dans les années à venir. Néanmoins, ces projections de population sont aussi entourées d'incertitudes et justement, elles viennent d'être révisées. Et par rapport aux projections de population qu'on a utilisées ici, ce que nous dit l'INSEE dans ses dernières projections, c'est que la population va plutôt moins augmenter que ce qu'on a utilisé. Et donc, ça devrait faire... ça devrait rehausser en fait la courbe jaune. Mais les écarts sont quand même relativement minimes. Et par ailleurs, la densité standardisée, donc ce qui est la courbe en rouge, qui tient compte du vieillissement de la population, on voit qu'elle est beaucoup plus creusée, que le creux dure plus longtemps, que la situation de 2020, on ne la retrouvera qu'en 2035, et que l'augmentation post-2035 est bien moins dynamique. Donc voilà pour ce qui est du modèle médecin. Je voulais quand même faire une petite incursion sur les infirmiers, parce que comme je vous l'ai dit, la question de la prise en compte du vieillissement de la population pour les infirmiers, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus marquant. Donc là, le modèle est un peu plus vieux. La dernière actualisation date de 2018, donc il ne tient pas forcément compte des dernières augmentations de cotation, des dernières augmentations de quotas en formation infirmier. Mais ce qui montrait quand même, c'est qu'alors qu'on projetait des effectifs très dynamiques, c'est la courbe en bleu, la densité standardisée, donc la courbe en jaune, qui prend en compte le vieillissement de la population, elle, était très plate. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour faire face au vieillissement de la population, sachant que les personnes âgées ont un besoin fort de soins infirmiers, il est important de former un plus grand nombre de ces professionnels. Alors ensuite, l'avantage des modèles de projection, c'est qu'ils peuvent aider à la réflexion en se posant la question de qu'est-ce qui se passe si on fait varier des paramètres. Et ça revient à faire ce qu'on appelle des variantes, c'est-à-dire à faire les mêmes projections, mais avec des hypothèses qui sont différentes et pour voir l'impact de ces variantes. Donc là, je vais vous en présenter deux qui sont les plus classiques. La première, c'est une variante de variation du nombre de professionnels qui rentrent en formation. Donc, on prend ce nombre de professionnels de 8700 entrants en formation et on le modère de plus ou moins 20%.
Et la deuxième variante, c'est un exercice assez théorique, mais pertinent pour se rendre compte de l'importance du nombre de professionnels à diplôme étranger dans les évolutions de la démographie. Et donc, c'est une variante où on fait l'hypothèse que d'un coup, il n'y a plus de médecins à diplôme étranger qui s'installent en France. Donc, sur la première variante, on a notre scénario tendanciel qui est la courbe bleue, donc avec cette baisse et ce dynamisme ensuite. Et puis, on a une variante où on ne fait entrer en formation plus que 7000 médecins par an, donc c'est la courbe rouge, et une variante où on fait entrer plus que 10 400 médecins en formation. Et là, on voit une chose qui est une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler et de le visualiser, c'est que le nombre, étant donné la durée des études de médecine, faire varier le nombre d'entrants en formation n'a pas d'impact sur le nombre de professionnels avant 8 à 10 ans. Et au début, l'impact est relativement modéré, puisqu'on ne joue que sur le nouveau nombre de professionnels qui s'installent, mais pas sur le stock de professionnels. Madame Barlet, oui. je vais vous demander de conclure parce que nous sommes contraints par l'horaire. Si vous voulez avoir une ou deux questions brûlantes. Tout à fait. Et donc, le nombre de professionnels en formation, ça joue sur la dynamique. Et mon dernier graphique, c'est juste pour vous montrer que s'il n'y a plus de médecins à diplôme étranger qui s'installent, et là, on a un creux qui est très marqué de la démographie médicale. Donc, c'est la courbe en hausse et une hausse qui est plus modérée. Donc voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Et juste pour vous signaler, si vous voulez retrouver les résultats détaillés des modèles, il y a une application sur le site de l'adresse qui vous permet d'avoir tous les résultats détaillés par région, par spécialité et en fonction de différentes hypothèses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Nous avons le temps de prendre une ou deux questions. Oui, Jean-François Haraud, docteur Jean-François Haraud, qui est président du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Nord. Merci de me donner la parole. Je me suis occupé à Paris, au Conseil national de la santé publique, de la démographie médicale, et à l'époque, on avait travaillé avec l'adresse. Et on avait, nous, des chiffres précis, vous aussi, et c'était complémentaire, on pouvait en discuter. Alors, juste quelques réflexions. Les jeunes médecins, maintenant, qui vont s'installer, n'ont plus du tout la mentalité des médecins de la génération précédente. Alors, on parlait de féminisation, c'est faux. Garçons comme filles ne veulent plus travailler comme avant. Donc, si bien que maintenant, on le voit en particulier dans le libéral, un médecin qui s'en va est remplacé par 2 médecins. Ça, c'est une première chose. Bon, évidemment, ils sont tous demandeurs d'activité salariée. Et vous vous rappelez, quand on évoque régulièrement la fin de la liberté d'installation, beaucoup de jeunes médecins disent bah, « puisque c'est comme ça, moi je ferai du salariat et ça sera contre-productif au niveau de l'installation dans les territoires qui sont sous-dotés. » Également, pour ce que vous disiez sur les spécialités. Alors, la démographie, à un moment, on disait que c'était 2025. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est 2030 maintenant. Ça ne remontera pas avant. Hein, on n'aura pas de remontée avant. Alors, on parle également des médecins à diplôme étranger. Alors, on a parlé beaucoup de la Roumanie, hein, où il y a beaucoup de Français qui allaient faire leurs études. Il faut savoir que quand vous allez faire un tour en Roumanie, il n'y a pas que des Français qui sont formés là-bas, mais tous les territoires francophones, en particulier l'Afrique du Nord. Il y a énormément d'étudiants de tout le Maghreb qui viennent faire leurs études en Roumanie, et ça leur permet de s'installer en France après. Également, dernière chose, et j'en reste là, on parle du nombre de médecins, mais il faut savoir aussi leur activité. Les gynécos, est-ce qu'ils font de l'obstétrique? Est-ce que les ophtalmos font de la chirurgie? Donc, certes, il y a le nombre, mais il y a aussi le type d'activité qu'ils feront sur place. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra voir également. Voilà. Merci. Je ne sais pas si... Il n'y avait pas de questions, mon cher Jean-François, je ne pense pas. Moi, j'avais une question pour Madame Barlet. Est-ce que vous avez modélisé à l'adresse les professions intermédiaires qui vont arriver, notamment les infirmières de pratique avancée? Est-ce que c'est quelque chose qui peut impacter l'équilibre entre l'offre et la demande en matière de soins dans vos prédictions?
Merci pour ces questions. Alors, sur les professions intermédiaires, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé encore, mais enfin, aussi parce qu'en fait, la difficulté, enfin, les modèles de projection, c'est pertinent quand on a une période d'observation et qu'on peut faire se reproduire des comportements qu'on a observés par le passé. On pourrait avoir une réflexion sur projeter des professions qui ne sont pas encore totalement en place, mais la fragilité, pour le coup, l'incertitude serait encore plus grande parce qu'on serait obligé de faire plus d'hypothèses que ce qu'on en fait actuellement. Donc, il y a un moment où, si vous voulez, s'il y a trop d'incertitudes dans ce qu'on projette, la projection n'est plus utile. C'est pour ça que, par exemple, on s'interdit dans les modèles qu'on fait actuellement à descendre à des niveaux géographiques trop bas ou à descendre sur des spécialités trop fines parce qu'on se dit qu'à ce moment-là, l'aléa est trop important et que si vous avez un intervalle de confiance sur une projection qui est trop large, l'intérêt de la projection diminue. Pour répondre aux remarques d'avant, c'est des questions qu'on s'est posées, hein, de ne pas projeter uniquement en effectif, mais plutôt d'avoir des projections en équivalent, à une sorte d'équivalent temps plein. On l'avait fait sur le modèle de 2015. On n'a pas forcément eu le temps de reprendre ces travaux sur les modèles, le modèle de 2020. Puis on s'est aussi rendu compte que autant en libéral, avec les actes et les honoraires, on arrive assez bien à mesurer l'activité. Pour l'activité salariée, c'est quand même moins facile avec les données dont on dispose. Et pour les professionnels qui ont une activité mixte, c'est encore moins facile parce qu'on ne sait pas forcément relier à leur activité libérale à leur activité salariée. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais ça nécessite de constituer des nouvelles bases de données, notamment pour avoir toute l'activité des professionnels salariés et libérales. Donc, c'est des projets qu'on a démarrés, mais qui vont se dérouler sur plusieurs années. J'avais une question, moi. J'avais une question. Pascal Morel, la dernière question. Oui, merci. Alors, vous m'entendez vraiment ? Oui, oui. Ouais. Oui, OK. oui, on vous entend, Pascal. Merci. On comprend bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est très, très, très compliqué. Donc, comme c'est très, très compliqué, je vous pose des questions très, très simples. Pourquoi vous faites l'hypothèse qu'il n'y aurait plus d'étrangers ? Ça ne me paraît pas être un schéma envisageable, mais enfin bon. Deuxième chose, sur le salariat, OK, ça, ce sont des idées que l'on a depuis longtemps en général, mais quand on écoute les DG de CHU ou d'ailleurs les directeurs d'hôpital, ils disent au contraire que les médecins quittent le salariat hospitalier pour aller s'installer dans le privé. Est-ce pas contradictoire ? Et troisième question, est-ce que vous avez fait une hypothèse sur l'allongement des études, puisqu'on nous a parlé encore ce matin d'une possibilité d'allongement des études, notamment chez les médecins généralistes ? Merci. Réponse courte, Madame Barlet, parce qu'on est vraiment contraint par l'horaire. Alors, sur l'absence de diplôme étranger, c'est un titre purement illustratif. C'est juste pour visualiser l'importance que ces médecins ont dans la démographie actuelle. Sur le salariat, on observe quand même qu'il y a une augmentation du salariat. Alors après, on n'a pas dit que forcément c'était des salariés en établissement de santé, hein. Il y a aussi d'autres formes de salariat. Et puis globalement, comme on est dans une période de baisse, l'augmentation en proportion peut être que ça baisse moins vite dans un secteur que dans l'autre. C'est pas forcément que ça augmente plus facilement dans un secteur que dans l'autre. Et j'ai mangé votre dernière question. L'allongement des études, très rapidement. L'allongement des études, non, on ne l'a pas modélisé, mais si on nous en faisait la demande, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. En fait, l'intérêt de ces modèles, c'est justement de les utiliser au moment de la réflexion et de pouvoir fournir aux décideurs, voilà le scénario tendanciel, voilà ce qui change si on allonge les études, etc. Donc, ici, on peut tout à fait fournir ce type d'expertise. Voilà, on peut tout à fait fournir ce type d'expertise. Merci beaucoup, Madame Barlet. On
On va vous applaudir encore. Merci à vous. Le sujet est à la fois passionnant et inépuisable, mais il faut qu'on enchaîne sur le sujet suivant. On vous remercie infiniment. Merci. Bien, donc nous allons maintenant aborder la question de l'incertitude financière et donc vont nous rejoindre Amélie Verdier, qui est en visio, conférence directrice générale de l'ARS Île-de-France. Ravie de te retrouver, chère Amélie, quand tu seras connectée. Donc on ne présente plus Amélie, je pense, qui est aujourd'hui directrice générale de l'ARS, mais qui a aussi été directrice du budget, directrice générale adjointe de la PHP. Ravie de te retrouver, chère Amélie. Et Frédéric Varnier, qui va nous rejoindre en présentiel, donc directeur général du CHU de Caen et qui a aussi exercé auparavant dans plusieurs cabinets ministériels. Donc, on est face à un paradoxe sur ces questions d'incertitude financière, puisque à la fois, on n'a jamais mis autant d'argent dans l'hôpital public à travers le Ségur, la prise en charge des surcoûts Covid, et en même temps, on est dans une incertitude financière totale, certes qui a été prise en compte par les pouvoirs publics à travers la garantie de financement, mais avec un modèle de financement dont on sait qu'il doit impérativement évoluer pour l'avenir. Et paradoxalement, la crise qui nous mobilise et qui mobilise les pouvoirs publics à très court terme en permanence ne nous permet pas de nous projeter sur le futur du système de financement de la santé et de nos CHU. Donc vous allez nous éclairer à la fois sur cette gestion de court terme qui nous mobilise, à la fois en tant que responsable d'un CHU et en tant que responsable d'une ARS, et aussi sur les perspectives que vous pouvez envisager ou tracer au-delà de la crise Covid sur ces aspects de système de financement. Donc merci à tous deux. On va peut-être commencer par Amélie, si tu en es d'accord. Donc 10 minutes, pas plus, puisqu'il y a 2 intervenants et il faut garder des questions pour la salle si vous voulez bien. Donc merci d'être court et synthétique dans vos présentations. Bien sûr, bonjour Véronique, cher professeur, et bonjour à tous. Je suis ravie de cette invitation qui m'avait été faite en fait quand j'étais encore directrice du budget. Et donc, je crois qu'on s'est dit que c'était peut-être encore pertinent que j'intervienne comme directrice générale de l'Agence régionale de santé Île-de-France, mais je vais peut-être un peu jouer sur les 2 tableaux, les 2 casquettes pour introduire cet échange. Et ce qu'on s'est dit avec Frédéric, c'est que on va essayer de faire aussi un petit peu un ping-pong et pas uniquement d'intervenir successivement. Pour commencer sur ce sujet-là, et de manière effectivement peut-être un petit peu provocante, pour rebondir sur ce que tu viens de dire d'ailleurs, Véronique, le contexte actuel, je trouve, est quand même assez marquant. C'est-à-dire qu'en fait, au plan macroéconomique général, en quelque sorte, les incertitudes n'ont jamais été aussi fortes. On sort d'un effondrement de la croissance en 2020. Très bonne nouvelle, en 2021, la croissance repart très fort. L'inflation, y a-t-il un choc ponctuel ou durable? Les économistes s'arrachent les cheveux. Et puis dans ce contexte, en fait, la visibilité financière donnée au CHU n'a peut-être jamais été aussi forte. Alors, comme j'entends pas la salle râler, mais je l'imagine, donc je vais un petit peu élaborer mon propos, notamment quand même en insistant sur le fait que le quoi qu'il en coûte est assez inédit et qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de politique publique qui en ont bénéficié à ce point sur la période récente, ce qui était d'ailleurs bien sûr pleinement légitime, mais ça éclaire ce paradoxe. Alors, juste d'un mot sur l'ampleur des incertitudes macroéconomiques. Évidemment, ça intéresse les CHU à double titre. D'une part, sur le volume de financement public, bien sûr, sur lesquels ils peuvent compter, comme tu venais de le dire, à court terme et dans le moyen terme. Il y a quelqu'un qui doit couper son micro, je pense, pardon. Et du coup, d'autre part, il y a un micro ouvert, Leslie. D'autre part, sur cette question d'incertitude financière, il y a aussi une question du contexte macroéconomique général. Évidemment, le niveau auquel tout acteur public peut s'endetter dépend aussi de ce contexte. Dans cette crise Covid, on a eu ce paradoxe d'avoir des taux d'intérêt long terme. En gros, les taux d'intérêt 10 ans, c'est ceux qu'on regarde à peu près tous les matins à Bercy, qui étaient en territoire négatif en termes réels, une fois l'inflation neutralisée. Et donc un environnement de grand brouillard. Alors évidemment, dans un contexte général, qu'est-ce que ça veut dire pour la puissance publique quand on alloue en fait les financements aux différentes politiques publiques?
Premier niveau, c'est qu'on cherche à avoir évidemment des politiques publiques soutenables. En zone monétaire unique, les marchés regardent deux choses en fait. Ils regardent l'ensemble de la soutenabilité de la zone, comment à moyen terme on imagine effectivement que les États vont pouvoir payer leur politique publique, et puis aussi leur degré de coordination. Donc pendant la crise, l'élément très fort, il a été d'une part l'affirmation nette du quoi qu'il en coûte, et le fait qu'elle soit assumée de manière coordonnée, y compris avec des plans de relance coordonnés. Donc face à ça, pour les CHU à court terme, on a eu cette affirmation très large, hein, pour l'hôpital public en général, d'un effet monnaie hélicoptère, hein, à peu près anesthésiant d'ailleurs, en disant, voilà, aucune incertitude radicale éteinte, hein, garantie de financement, couverture des surcoûts Covid, le tout alors que, encore une fois, on était dans un moment d'incertitude financière générale assez large. Alors après, évidemment, ça ne veut pas dire que l'incertitude financière est vraiment réduite, puisque d'une part, on redécouvre, pardon de le dire un peu comme ça là aussi, mais que comme disent les économistes, au bout d'un moment, on bute de nouveau sur la contrainte physique, et que même quand il y a des moyens sur la table, on le vit tous et toutes au quotidien, on n'arrive pas forcément à recruter les professionnels, quoi qu'en ayant les budgets. On a une difficulté aussi un peu managériale, hein, on en a reparlé avec Frédéric, à dire aussi comment est-ce qu'à un moment du quoi qu'il en coûte, en fait, tous les problèmes ne sont pas résolus ipso facto, et ce qui est un petit peu compliqué. Et puis du coup, on en vient à se redire au fait, quand on se projette, quels vont être les financements de manière réaliste, hein, qui peuvent être alloués aux hôpitaux publics. Alors dans les modèles classiques, bien sûr, on se dit qu'il faut regarder la dynamique de la population, le vieillissement, qui va être un des déterminants en fait, hein, à prendre en compte pour regarder les besoins. On va financer le progrès technique. Et puis, je pense qu'il n'est pas tabou de se dire qu'on va aussi regarder comment on peut en continu améliorer l'efficacité de nos politiques publiques. Voilà. Et ce qu'on essaye de faire, une fois qu'on a dit ça, c'est de regarder dans quel type de vecteur ça se traduit. Et donc, là aussi, il y a quand même une couverture, une visibilité assez large, hein, des mesures de visibilité financière. J'ai parlé des mesures Covid, hein, mais avant, il y avait quand même une visibilité aussi pluriannuelle sur les tarifs, des tentatives d'éclairage de loi de programmation. Et encore une fois, au final, effectivement, je crois que Frédéric nous dira qu'il a toujours autant de mal à faire son PGSP. Donc le cadre général dans lequel je voulais terminer cette petite introduction, il est bien de se dire comment on partage des règles communes, alors même que les pouvoirs publics, dans la période récente, ont quand même donné pas mal de garanties, hein, au CHU sur leur cadre d'action. Si, c'est bon. Bonjour à tous. Je vais rebondir directement. Effectivement, tu as parlé de provocation, Amélie, et c'était une belle provocation. Tu as raison, parce que ce qui me marque, tu as prononcé le mot de paradoxe. Et effectivement, on a un grand paradoxe. Tu as parlé de monnaie hélicoptère, tu as parlé de compensation. Et effectivement, on sait qu'à travers la crise Covid, on a donné, mais pas qu'à l'hôpital d'ailleurs, une visibilité très forte sur le sujet financier, qu'on a essayé de rassurer, de compenser, quoi qu'il en coûte. Et je crois que, mais on y reviendra plus en détail, jamais à l'hôpital on a eu un tel sentiment d'incertitude, pas que financière certes, mais financière quand même, j'y reviendrai. Moi, j'aimerais sortir de la crise sur ce sujet-là un temps pour qu'on comprenne un peu ce que c'est dans un hôpital l'incertitude financière. Parce qu'effectivement, on a des budgets, on pourrait considérer que depuis 10 ans, le budget de l'hôpital n'a jamais baissé, c'est vrai. On a une tendance, on ne peut pas dire que l'hôpital, contrairement à d'autres acteurs économiques, a des difficultés ou des sources d'instabilité majeures, sauf peut-être à une époque quand on avait les emprunts toxiques, des choses comme ça. Mais enfin, globalement, on est dans un milieu économique plutôt stable. Ce n'est pas le cas d'autres structures comme, je sais pas moi, l'Office national des forêts, dont les recettes dépendent du prix du bois qu'il vend. Ce n'est pas le cas pour l'hôpital. Donc c'est vrai qu'en apparence, on a une grande stabilité et finalement une forme de certitude. Mais en réalité, au sein d'un hôpital, et encore plus si on vient au niveau des agents et des personnels qui le composent et des soignants, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a énormément d'incertitudes. Pourquoi? Par le biais de truchements de jeux en cascade, depuis l'ONDAM jusqu'à l'ARS, enfin le ministère, budget santé, jusqu'à l'ARS, jusqu'à l'EPRD, puis jusque sur le terrain au sein du service de cardiologie. Je m'explique.
il y a des établissements qui sont dans de telles situations financières que la question que se pose le directeur des finances à la fin du mois, c'est de savoir s'il va être capable de virer la paye. Et il se bat avec la trésorerie, avec les organismes bancaires pour dégager des lignes de trésorerie. Donc le discours sur la pluriannualité des tarifs, il l'entend, mais en pratique, arriver au moment de verser la paye, c'est des sujets un petit peu plus théoriques. C'est la capacité à payer les fournisseurs dans les délais qui nous sont impartis et à faire en sorte que lorsqu'on va leur passer des commandes urgentes au coup d'après pour des labos, ils ne vont pas nous dire « écoutez, non, on arrête de vous livrer parce que vous ne payez jamais ». Ça, c'est des réalités très réelles de l'hôpital jusqu'avant la crise et encore aujourd'hui, et qui, malgré tout, participent de ce ressentiment vis-à-vis de l'incertitude financière. C'est le chef de service qui ne peut pas dire à son jeune médecin, son interne, qu'il sera capable, dans 3 ans, de rester au CHU et de faire une carrière au CHU parce que on s'engagera quelques mois avant dans le cadre de la révision effective parce qu'on est incapable de se projeter à 3 ans sur ce type d'engagement-là. J'exagère peut-être un peu parfois, mais on n'en est pas très loin. Et puis je pourrais prendre plein d'autres exemples. C'est l'échographe qu'on ne va pas remplacer dans un service et c'est parfois dans des situations dramatiques, on reparlera peut-être du CNIS, mais des projets d'investissement qu'il faut retailler en pièces parce qu'on sait qu'on ne sera pas capable de les financer et on est tous ici à avoir à des plus ou moins grandes mesures des projets de reconstruction et on sait comme parfois on a été contraint de tailler dans les surfaces et autres fonctionnalités pour ne pas insulter l'avenir au sens de l'incertitude financière. Donc tout ça, moi, c'est vrai que c'est un vrai paradoxe et qui concrètement, quand on est en période de construction de PRD, hein, nous tous, on est en train de discuter avec nos communautés pour dire qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Alors, le PRD, par définition, c'est un outil de prévision. Donc, forcément, prévision dit incertitude. Sinon, ça ne serait pas un outil de prévision. Ça serait un truc très mathématique, on ne se poserait pas de questions. Donc, forcément, il y a des hypothèses de construction. Et construire un EPRD, de fait, c'est quelque chose de très, j'ai envie de dire, facile sur les dépenses. Moi, j'ai quasiment aucune incertitude sur les dépenses, modulo la crise Covid, quand effectivement, il y a des imprévus. Mais l'imprévu n'est pas l'incertitude. Les dépenses, il n'y a pas de problème. Les RH, tous les types de dépenses, il n'y a pas de problème. Mais les recettes. Et ce n'est pas pour dire qu'il n'y en a pas assez, ça c'est un autre débat. Mais la prévision des recettes, quand on construit un EPRD, on n'est plus en dotation globale, on a la T2A. Donc déjà, on a une grosse variabilité, on a plus de la moitié de nos ressources qui sont de la T2A, qui dépendent de l'activité qu'on va faire. À une époque où on manque de bras, on ne sait pas si on arrive à recruter, donc difficile de faire l'activité. Il y a la crise, on n'est pas revenu à un niveau d'activité dans les hôpitaux publics qui est encore celui de 2019, il faut le dire. Donc on a quand même, rien que sur ce volet-là de financement, des incertitudes énormes. Je rajoute que la T2A, on a les tarifs en mars, qu'il y a une réserve prudentielle, qu'il y a des coefficients et qu'on ne connaît pas notre case mix à l'avance, ce qui fait qu'entre un tarif affiché, les tarifs augmentent de 0,2% et à la réalité de ce que c'est dans un EPRD, c'est compliqué de s'engager auprès des équipes sur des recettes d'activité. C'est une incertitude énorme. Dans votre EPRD, il y a des dotations nationales avec des MIGAC, des mairies, qui elles-mêmes sont conditionnées à d'autres paramètres qu'il est compliqué de prévoir. Moi, je mets au défi quiconque de connaître ou de préciser, de définir avec précision ce qui va toucher au titre de l'enveloppe IFAC sur la qualité. Moi, je suis incapable de refaire le modèle pour mon établissement, par exemple. Bon, et en prospectif. Donc, on a des sources d'incertitude qui sont de cette nature. Et puis, pour ce qui concerne les RS, puisque tu es dans ces fonctions aujourd'hui, quand on a par million d'euros des dotations ou des versements qui tombent au mois d'octobre, novembre, décembre, c'est compliqué de les anticiper. Et quand tout arrive à la fin, d'un point de vue affichage, c'est bien pour l'établissement, parce qu'on va avoir des recettes, bien sûr. Enfin, si on les avait eu un an plus tôt, ou on savait qu'on les aurait eus, on n'aurait sans doute pas piloté de la même façon nos ressources dans l'établissement. Et force est de constater, puisque tu parlais de management, qu'effectivement, tout ça pose d'importants sujets de management, puisque, on n'est pas en faculté de prévoir totalement nos recettes. Donc ça, c'est une source d'incertitude majeure, et donc ça nous conduit à une forte prudence en tant que gestionnaire. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'on n'est pas capable de s'engager, de prendre des décisions qui nous engagent, et donc on est encore plus prudent, parce qu'on va dire, si je m'engage trop tôt sans savoir si j'ai la recette, je prends un risque pour mon hôpital. Et là, en période Covid, on a un tout petit peu oublié cette lecture-là du sujet, mais en réalité, ce qu'on a vécu jusqu'avant le Covid, et qui est consubstantiel au fonctionnement de l'hôpital, c'est exactement ça. Et donc, on est au cœur du paradoxe entre des dispositifs nationaux positifs, correctifs, souvent, et encore plus ces derniers temps, de grande ampleur, et qu'on a du mal à incarner sur le terrain, auprès des professionnels, comme quelque chose de sécurisant. Voilà ce que je voulais dire en introduction.
Merci beaucoup, Frédéric. Vous avez encore, je ne sais pas si Amélie, tu veux réagir, puisqu'on a encore 5 minutes pour vous deux avant de passer aux questions. Peut-être que vous c'était voulez un peu interagir. Oui. Si ça vous va, juste repartir justement à partir de ce cadre un peu général, de refaire un petit peu plus de précision. Alors, encore une fois, on essaye de se faire des paradoxes, mais on n'est peut-être pas en grand désaccord. Il y a une question d'incertitude qui est en fait sur effectivement cette tuyauterie et le calendrier qu'elle met en fait à être précisé. Moi, je le dis aussi dans ce cadre un peu public des assises, mais c'est une difficulté dont je pense on a tous conscience de se dire qu'on a un calendrier très décalé, hein, et de se dire qu'en fait, Frédéric disait qu'il fallait attendre les dernières circulaires de décembre. Voilà, on le sait, c'est même parfois en février ou en mars, en fait, hein, qu'on a les derniers chiffres pour l'année écoulée. Donc ça, c'est aussi, je pense, un thème sur lequel il faut qu'on travaille ensemble pour, je dirais, assumer que chacun prenne sa part de risque aussi pour la réduction de cette incertitude. Je pense que c'était ça le thème. Et d'ailleurs, il y a une opportunité forte pour les ARS, je le dis souvent aux équipes, la volonté très nette dans le cadre du Ségur de déconcentrer des capacités d'action au niveau des ARS. Donc, on l'a vu dans le PLFSS avec la transformation de certaines MIG, enfin leur intégration dans le FIR. C'est très net avec la stratégie aussi d'investissement Ségur. C'est une question de dire, OK, donc à ce moment-là, assumez de prendre à votre niveau une part du risque. Et pour ça, il n'y a pas de miracle non plus. En tant que telle, l'incertitude, elle existera aussi, mais elle est sur je dirais, les paris que nous, on peut faire et qu'on peut faire ensemble, ARS et CHU. Je prends juste un exemple. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cadre-là, dans le cadre du Ségur et de la démarche de restauration des marges financières et de la contractualisation qui nous est à tous demandée, que nous, on demande aux établissements et qu'on pense avec eux. C'est aussi une question, je vous parlais tout à l'heure des limites physiques, de se dire qu'il y a d'une part nos indicateurs financiers bien connus, mais qu'en fait, effectivement, il y a un cadre d'ensemble dans lequel il faut aussi contractualiser. En Île-de-France, on demande une contractualisation aussi sur le plan d'attractivité des personnels, qui est une manière aussi de dire qu'en fait, ce qu'on attend des établissements, c'est pas le lundi le PRD et le PGFP, le mardi le plan de recrutement des personnels, le mercredi le numérique, mais d'avoir des lieux de mise en cohérence d'ensemble en fait, en méthode. Et au-delà de ça, Frédéric, tu l'as rappelé, le PRD et puis derrière le PGFP, ce sont des estimations. On dit toujours un budget, c'est à la fois un acte d'autorisation et de prévision. Donc, en tant que tel, bien sûr, c'est des hypothèses qu'il faut ensuite confronter à la réalité. Dans les perspectives qui nous aident des deux côtés de la table en fait à avoir plus de résultats, c'est aussi l'intérêt d'avoir des PGFP qui soient bien explicités, partagés entre nous pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire encore une fois des projections qui ne peuvent pas être ensuite forcément réalisées à l'euro près, mais qui aident aussi au cadrage de celui qui répartit les enveloppes, rôle aussi des ARS, on le voit en ce moment dans le Ségur, et de le faire en ayant une visibilité complète sur les besoins des uns et des autres. Après, sur le fond, ce que tu pointes aussi, Frédéric, sur le modèle en recette, il est consubstantiel à un financement par l'activité. Donc, il y a une visibilité plus grande qui a été donnée sur le caractère pluriannuel des tarifs, sur le fait qu'il y a un objectif prix-volume global, avec une restitution, le ministre l'a récemment redit, quand l'activité est plus basse. Donc, en soi, c'est une forme de confirmation. Et ce qui me frappe aussi à t'écouter, c'est qu'on est dans une espèce de fiction de ce qu'on attend, entre guillemets, à des engagements à l'euro près sur nos déficits ou notre CAF, alors qu'en fait, ce qui anime les financiers, que j'étais encore il n'y a pas longtemps, c'est pas ça exactement, c'est la confiance d'ensemble sur le fait qu'il y a des mesures qui seront prises si on s'écarte trop de la trajectoire, et ça suppose donc un pacte de confiance aussi, dont je pense qu'il a plus de chances de pouvoir être réalisé à un niveau territorial qu'au niveau macro, où il y a trop d'acteurs, voilà, sur les conditions auxquelles on peut atteindre tel ou tel objectif. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on traite, et ça c'était aussi le point, c'est-à-dire que réduire une incertitude financière, c'est pas uniquement promettre à tel ou tel qu'on fera ça, parce qu'en fait, on a tous connu ensuite les périodes d'à-coups
où voilà, il y a la crainte, je pense, de certains peut être de dire bah, on ajoute, et puis à un moment vient le coup de frein. Donc en fait, on a tous besoin d'un cadre pluriannuel plus partagé dans lequel on se retrouve durablement et on se donne des règles du jeu. Je prends un seul exemple. Dans le cadre des constructions des EPRD et des PGFP en ce moment, tout le monde se pose la question de savoir comment on va prendre en compte l'inflation. On l'a tous constaté, je pense. On a pu avoir des échanges dans la région avec la manière dont on allait le couvrir. Je ne vais pas pas forcément vous donner la solution ici, mais l'important pour moi, elle est de règle du jeu aussi sur ces questions-là, et qu'on ne peut pas juste être en situation de je fais part de mon besoin supplémentaire d'un côté, et de l'autre, du côté du financeur, on ne peut pas non plus évidemment être juste dans l'optique vous avez l'enveloppe et on n'en fait rien de plus. C'est évidemment un enjeu majeur en ce moment-là pour la concrétisation de notre Ségur d'investissement, puisque Frédéric y faisait allusion, on a tous, beaucoup d'entre vous en tout cas, ont des gros projets, grande visibilité qui va être donnée sur le financement. Comment est-ce qu'on construit aussi des trajectoires avec la prise en compte des aléas dans le temps et dans les coûts finaux des travaux. Je pense que c'est aussi à ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. Merci beaucoup, Amélie. 1 minute de réaction, Frédéric, parce qu'on va vraiment donner la parole à la salle. Réaction Merci. Et perspective, simplement pour dire qu'effectivement, il y a, à travers ce qu'on se dit, Amélie, il y a deux sujets dans la certitude. Il y a celle qu'on subit, il y a celle qu'on organise. Moi, celle que j'ai évoquée, c'est celle qu'on organise, ce que j'appelle l'incertitude financière organisée. C'est celle qui dépend de nous. C'est nos circuits, c'est nous qui pensons les tarifs, c'est nous qui pensons les circuits, etc. L'inflation, c'est autre chose. L'inflation, c'est autre chose, et effectivement, c'est quelque chose qui doit pouvoir se traiter de façon plus spécifique, ad hoc, et là, on échange avec l'agence et l'État, mais je pense que notre gros sujet, quand on va parler de réforme de financement à l'avenir, etc., c'est vraiment d'être capable d'inventer des nouvelles règles du jeu pour que cette incertitude que je qualifie d'organisée, on puisse, celle-là au moins, essayer de la limiter. Merci à tous deux d'avoir bien résumé à la fois les enjeux de complexité de court terme et la nécessité de règles du jeu partagées, comme tu le rappelais, Amélie, pour avancer ensemble dans ce contexte d'incertitude. Donc, on va maintenant passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, si vous voulez bien vous présenter aussi pour chaque question. Merci. Jean-Yves Salle, je suis le président de la CME de Limoges. Les CHU, de par leur taille, sont le réceptacle de tous les dysfonctionnements du système de santé. Et j'ai bien entendu, mais je n'ai pas envie d'avoir un syndrome de Stockholm, que les dépenses sont connues et pas incertaines. Mais dans notre activité de tous les jours, c'est le non programmé qui vient percuter le programmé. Et quand on a une T2A qui est rémunératrice, on est en difficulté parce qu'on fait le lit du privé. C'est-à-dire que chaque fois qu'on déprogramme, on envoie nos patients dans le privé. Et ça, ces incertitudes ne sont jamais prises sur le plan financier. Deuxième point, par rapport au personnel, on voit bien que les personnels qui sont... Si on ne peut pas faire de prospective sur des équipes de qualité pour le demain, et cette notion de projet est fondamentale dans le pilotage et dans le management, si on n'a pas quelques perspectives, quelles sont nos clés de management? Et donc, là encore, on va fonctionner avec de l'intérim, sur des choses rémunératrices, par exemple l'anesthésie-réanimation, où on voit bien que c'est un facteur limitant de toutes nos activités. Donc il faudrait quand même qu'il y ait une prise en compte de ces éléments, et en particulier de cet équilibre non programmé, programmé, qui nous handicape au quotidien. Merci pour ces deux excellentes questions. Je vous laisse répondre l'un et l'autre. Non programmé, effectivement, la nécessité de se projeter en termes de management pour les équipes, notion fondamentale dans notre CHU. Très brièvement, parce que je partage à 300%, et c'est ce que j'ai essayé un peu de dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on puisse offrir aux équipes un peu de visibilité, et pas sur l'année, etc. Et c'est un sujet assez fondamental, donc c'est un peu ce que j'ai essayé de défendre tout à l'heure, donc je vous rejoins totalement. Et en termes de management, on voit bien qu'on est allé au bout de ça, clairement. Et sur le non programmé, le temps nous a manqué, mais c'est vrai que moi j'aurais aimé qu'on puisse parler un peu de perspective, de réforme de modèle de financement, etc. Parce qu'on voit bien qu'on touche du doigt, s'agissant des CHU, des spécificités. Alors, sur le non programmé, il n'y a pas que les CHU, mais des spécificités quand même qui deviennent des trucs socles, qui sont maintenant de la vie courante et qui sont très structurantes dans les coûts d'une structure, de fonctionnement d'une structure. Et clairement, aujourd'hui, les modes de financement ne tiennent pas compte de ça. Pas assez. Alors, on nous dit qu'il y a des niveaux de sévérité dans la tarification. OK. On sait très bien que le non programmé, ça a des coûts qu'on ne sait pas mesurer dans une structure, des coûts d'organisation majeurs,
des pertes de recettes aussi quand il y a des transferts, bien sûr. Ça, on ne le mesure pas, ce n'est pas dans les tarifs. Et c'est clair qu'il y a un côté décourageant aussi, je crois, à afficher que nos recettes, on n'a en partie pas la main dessus, du coup. On pourrait jouer dans un système où on dit effectivement on est responsable de nos recettes, ça peut être stimulant. Il faut encore qu'on ait la main. Ce sujet du non programmé montre qu'on n'a pas la main. Amélie, tu veux peut-être aussi compléter la réponse? Quelques éléments. Alors, juste pour dire aussi, on essaye de tenir compte de ces éléments-là et notamment, je le dis souvent, hein, de garder le bon de la crise Covid, qui a été quand même une collaboration publique-privée, en tout cas en Île-de-France, plus satisfaisante. Attention, je n'ai pas dit que tout allait bien, mais enfin, en tout cas, un meilleur partage, une meilleure compréhension des enjeux de tout le monde. Quand je demande aux établissements de déclencher le plan blanc aujourd'hui, on le fait aussi justement pour éviter que ce soit les publics qui déprogramment et les privés qui prennent. Bon. Mais la remarque peut-être un peu plus générale que m'inspire la question, c'est effectivement aussi de regarder quelle est la bonne maille territoriale pour caler en fait cette prise en compte du non programmé. On le sait, hein, dans les réformes de financement des urgences, le ministère plaide pour une part populationnelle qui décline un peu des enveloppes régionales, qu'on ait plus de souplesse au niveau régional parce que, pour être un peu caricatural, on n'a pas forcément exactement les mêmes problèmes en Île-de-France qu'on peut en avoir en Normandie ou ailleurs. Cela dit, nous, on entend qu'à chaque fois qu'on essaye de s'écarter du modèle, on va dire le beau modèle statistique qui a présidé à la répartition entre régions des enveloppes, pour, au niveau régional, entre établissements, se dire, nous, on a des problématiques un peu différentes, on veut traiter différemment. Bon, voilà, l'ensemble des acteurs nous disent, non, attention, la règle nationale est claire. Donc, je trouve que c'est aussi ça qu'il faut qu'on accepte et qu'on admette entre nous, à condition, évidemment, côté ARS, qu'on soit transparent, c'est-à-dire qu'on explicite ce que donne le modèle, pourquoi on a envie de s'en écarter, dans quel contexte, ou pas d'ailleurs. Ce n'est pas une obsession de vouloir faire différemment, mais il y a des cas où je pense que c'est très légitime, mais ça oblige à se poser la question du bon mode de régulation et de voir si plus de proximité n'a pas plus de sens. Et puis pour les recrutements et le projet, fondamentalement, je suis d'accord. On est bien sûr d'accord sur le fait que c'est bien cette visibilité-là, non financière, si je puis dire, qui aidera aussi à éclairer les recrutements et in fine la trajectoire financière d'ailleurs. Merci. On a encore la place pour une ou deux questions maximum. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de questions dans la salle? Oui. Professeur Olivier Clarisse. Oui, Olivier Clarisse, ex-président de la CME des Hospices civils de Lyon. Je voulais savoir, dans cette incertitude financière, comment vous allez prendre en compte, dans le cadre de l'évolution du mode de la tarification, le temps que l'on doit consacrer dans nos hôpitaux, en particulier universitaires, à la mise en place de l'application des réformes du 2e et du 3e cycle, le temps que revendiquent les soignants d'avoir un travail qui ne soit pas que technique, mais également humain, ce qui est d'ailleurs très très reproché, en particulier au corps médical, d'être dans un aspect purement technique et d'oublier cet aspect, et comment vous allez prendre en compte l'évolution sociétale où les générations présentes accordent beaucoup d'importance au ressenti de la qualité de vie au travail, et si ça ne leur plaît pas, ils s'en vont. Et actuellement, un des problèmes à l'hôpital, ce n'est pas tellement de développer l'activité, mais c'est de ne pas pouvoir y répondre parce qu'on n'a pas les personnes pour pouvoir la faire, que ce soit le personnel médical ou soignant au sens large. Merci, professeur, pour ces grandes questions, vastes questions et très pertinentes. Donc, qui veut commencer la réponse difficile à ces trois questions difficiles? Amélie? Je veux bien me lancer. Je n'ai pas de réponse à tout, sinon vous trouveriez ça étonnant. Mais simplement, en tant que tel, j'y fais allusion tout à l'heure. Nous, on demande aux hôpitaux, dans le cadre de la contractualisation financière, justement de mettre un peu tout sur la table. Et donc, l'idée, c'est pas, une fois qu'on a topé un EPRD, un PGFP, on se rend compte, j'exagère, mais qu'on n'a pas compté les ETP qui vont bien pour effectivement faire des ressources humaines appliquées, ou qu'on n'a pas intégré dans la maquette de projection des effectifs
qu'effectivement, comme ça a été dit, je crois, par un précédent intervenant, de temps en temps, pour remplacer un poste, en fait, il faudra 2 personnes. Bon, donc c'est bien aussi l'idée, quand on projette des maquettes financières, de d'abord les faire à partir des ressources humaines, et donc de se projeter dans un univers dans lequel on tient compte, en fait, de la réalité des besoins et de notre capacité à attirer. Aujourd'hui, ça fait partie de notre équation, y compris financière, de répondre aux besoins de cette manière. Après, je ne sais pas si ça se chiffre financièrement en tant que tel, comment dire, de manière positive ou négative, parce que, encore une fois, quand on n'a pas recruté des gens, on a plus d'intérim et ça coûte plus cher. Donc la variable, elle est surtout pour moi, mais j'imagine que le professeur Clarisse soutiendra, en fait, d'avoir une bonne intégration de l'ensemble des problématiques de l'hôpital quand on construit l'exercice. Si le PRD et le PGFP ne sont que l'exercice des financiers, ça ne marche pas. Et donc, il faut bien, effectivement, avoir en sous-jacent une vision la plus partagée possible sur la manière dont on va réaliser l'activité, par exemple, avec quels effectifs, en effet. Et encore une fois, j'en reviens à mon obsession, de quoi on a besoin pour assurer l'attractivité des recrutements. Il y a des mesures salariales très substantielles, évidemment, qui ont été annoncées, qui montent encore en puissance l'année prochaine. Il n'y a pas que ça, et c'est aussi très intéressant, je trouve, de regarder comment on l'intègre bien, y compris dans les projections. En Ile-de-France, ça peut être des problématiques de logement, il n'y a pas que chez nous. C'est aussi ça qu'il faut qu'on ait en sous-jacent du projet à partir duquel on construit la trajectoire financière. Merci Amélie. Frédéric, en complément, je crois qu'en plus, on a une dernière question dans la salle, donc on terminera. Je vais essayer d'être bref, mais la question était très large. Mais moi, ce que ça m'inspire en complément de ce que dit Amélie, c'est qu'effectivement, je crois qu'on a un mode de financement aujourd'hui qui est un peu à côté des objectifs qu'on veut défendre actuellement, qualité de vie au travail, attractivité, mesure de la qualité, etc. Et je pense qu'il y a un sujet déjà sur l'outil de financement, indépendamment de combien on met dedans, le sujet que tu as évoqué, Amélie, la question de comment on paramètre finalement les besoins hospitaliers. Donc je pense qu'il y a ce sujet d'outils qui fait qu'aujourd'hui on a un décalage entre l'image que donne l'outil, c'est-à-dire on discute de productivité là où on voudrait discuter de qualité, d'organisation des soins, etc. Donc je pense que ça, c'est clairement dans les réflexions sur le modèle de financement quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire atterrir autrement que par des pansements, c'est-à-dire des compléments, un coût à la qualité, etc. Je pense qu'il faut repenser globalement le système. Et la dotation populationnelle est un exemple de ce vers quoi on pourrait aller. Et je pense qu'après, c'est un autre débat, c'est dans le management, comment on traite le sujet financier au sein des établissements. Moi, ce qui m'a marqué pendant la crise Covid, c'est qu'on ne s'est jamais aussi bien porté, on n'a jamais aussi bien discuté que quand on n'a pas parlé d'argent. Et que du coup, si on peut avoir une utopie, c'est de considérer que ce n'est pas le sujet de l'infirmier, du médecin, que de se préoccuper de ce sujet-là. C'est sûr que du moment où on commence à parler de T2A, c'est-à-dire productivité, la question se pose autrement. Donc je pense qu'il y a aussi pour nous à réinventer en termes de management la façon dont on aborde la question des moyens, autrement que par le seul sujet des crédits et des financements. Tout à fait, ça renvoie à la question justement de la future réforme de financement, malheureusement qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Mais donc je passe la parole à Frédéric Boiron pour une toute dernière question avant qu'on passe au dernier intervenant. Oui, merci Véronique. Merci. Donc, des questions courtes et réponses courtes puisqu'on a je vais le timing. Le faire, si tu me laisses 30 secondes, je vais essayer d'être court. Donc Frédéric Boiron du CHU de Lille. Il y a une chose qui me paraît sûre, c'est qu'en matière financière, l'incertitude est certaine. Et finalement, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas cette évidence dans nos modèles de management ? François René, ce matin, parlait d'incertitude en matière de pilotage d'avions qui volent, c'est un domaine que je connais bien. Dans ce secteur, on doit accepter l'incertitude, sinon on ne pilote pas. Dans nos établissements, les DG, les PCME, les doyens, les responsables acceptent l'incertitude, sinon ils ne prennent pas leurs responsabilités. En matière financière, il y a de l'incertitude. Acceptons-le, mais tout le monde, c'est-à-dire toute la chaîne. Et au lieu de consacrer autant d'énergie dans l'analyse prévisionnelle détaillée, quelquefois inutile, on le sait, d'un certain nombre de choses qui ne seront pas certaines à la fin de l'analyse, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déplacer une part de cette énergie sur les méthodes de pilotage du moment incertain et du pilotage partagé, ministère, ARS et que sais-je ?
Merci Frédéric. Oui, d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'évoquait Amélie dans la notion de règle du jeu partagée, là, qu'il faut ajuster entre nous dans cette période toute particulière. Vous voulez réagir l'un et l'autre rapidement avant qu'on conclue? Ou un mot de conclusion d'ores et déjà, d'ailleurs, si vous souhaitez le faire, Amélie. Ouais, peut-être juste d'un mot, effectivement, au pilote Boiron, mais on en a déjà parlé ensemble. Effectivement, je pense qu'il ne faut quand même pas sous-estimer, je me permets à cheval sur mes fonctions précédentes et actuelles, le quoi qu'il en coûte, il a été porté et assumé. Alors évidemment, ce n'était pas la première ligne, c'était peut-être la deuxième ligne, mais ce n'était pas complètement trivial non plus. Donc cette part d'incertitude radicale, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'on sait mieux la gérer que l'incertitude du quotidien. Et donc, je rejoins assez largement ton propos sur l'énergie relative qu'on y passe. Et ce qui me frappe, en ayant connu d'autres modes de financement de politique publique, c'est quand même le degré de complexité ou de raffinement, selon la manière dont on veut en parler, qui caractérise aujourd'hui le financement de l'hôpital public et qui, à l'évidence, au-delà du niveau, comme le dit Frédéric Varnier, je veux dire à l'instant, c'est aussi ça qui pose question. Parce qu'effectivement, à ce niveau-là, on perd le sens et le fil des règles partagées. Donc, mon dernier mot de conclusion, c'est que, d'une part, je pense qu'y compris en matière financière, on doit avoir une action plus collaborative et plus de partage de contraintes d'un côté comme de l'autre, assumée. Et ça veut dire ensuite, derrière, une prise de responsabilité. Et donc, on ne peut pas... y compris à chaque fois, juste faire part de chaque ligne de surcoût en écart à la trajectoire initiale, si on veut qu'on ait de la confiance pluriannuelle. Et puis aussi, sans cesse se dire qu'on doit manier, mais ça on en a l'habitude tous, les deux temporalités. Donc c'est comment est-ce qu'on a non seulement dans le temps court une capacité collective, effectivement, comme dit Frédéric, vérifier qu'on n'a pas de stress sur la paye ou que... on a une capacité de réaction quand on a une difficulté, mais tout en ayant un cadre de temps long partagé, en fait, sur la trajectoire d'ensemble. Moi, ce que je pense dont on a le plus besoin, c'est effectivement mieux repartager les perspectives financières. Je ne sais pas s'il faut dire de temps très long, mais de moyen terme, pour qu'ensuite, on pilote mieux l'incertitude parfois radicale du court terme. Merci beaucoup Amélie. Frédéric, dernier mot et on conclut et on va passer au dernier intervenant. Deux éléments très brefs. Le premier, c'est par rapport à ce que dit Frédéric, c'est qu'effectivement, moi je pense quand même que l'incertitude, effectivement, elle existe, il y en aura toujours et c'est pas le débat que d'imaginer qu'on n'en aura plus. Simplement, je pense qu'on peut s'en épargner une partie qui est quand même assez désagréable et voire pas du tout utile dans le management au quotidien à l'hôpital, me semble-t-il, et c'est ce que j'ai essayé de défendre au début de mon propos. Pour le reste, je rejoins ce qu'a dit Amélie. Je crois que l'enjeu, il est qu'on arrive à partager les trajectoires. Et je pense que dans nos pratiques, à nous, on voit bien, et c'était le sens de l'intervention tout à l'heure, qu'on n'est pas sur un registre annuel. Le PRD, il est quand même, dans sa construction même par rapport à la vie d'une institution, il n'est pas adapté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que sinon, ça ne marchera pas non plus. Mais l'enjeu, c'est comment on arrive à tresser des dynamiques. Après, il faut les corriger, et c'est là où on retombe dans l'incertitude qu'il faut bien gérer, comme tu le dis, Frédéric. Mais je pense qu'il faut réussir à faire du pluriannuel et à s'inscrire dans des temps longs, plus longs en tout cas que l'annuel, et peut-être pour la boutade. Mais je pense qu'effectivement, les EPRD qu'on construit, on n'est plus crédible, parce que si on les regarde à l'exécution, à chaque fois on nous dit qu'on les a soit fait beaucoup trop prudents, soit beaucoup trop, au contraire, absolument pas prudents. Et donc du coup, je pense qu'on est même plus crédible dans l'exercice de l'EPRD. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir à nouveau. Voilà, merci. On va passer au dernier intervenant. Merci beaucoup. Alors en introduction, donc on va passer au thème de l'instabilité juridique et réglementaire. Je dirais qu'on peut aussi probablement parler d'accumulation juridique et réglementaire. Et je pense que cette accumulation juridique et réglementaire, ou cette instabilité juridique et réglementaire, elle impacte les trois valences du soin, de la formation et de la recherche. Elle impacte au niveau de l'institution. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de labellisation, accréditation, certification. Je pense aux labellisations pour, dans le monde universitaire, bénéficier des objets du PIA. Et puis, à l'échelon individuel aussi, le fonctionnement systématique par appel à projet ou AMI, qui peut être un répulsif pour les plus jeunes pour se lancer notamment dans la recherche clinique, qui est également quelque chose de très chronophage. Et puis on en a déjà parlé, Patrice Dio en a parlé dans son exposé introductif, on subit une avalanche de réformes, et ça venait d'être rappelé à l'instant par Olivier Clarisse, une avalanche de réformes qui ont
induit des comportements d'oxiophobie et on n'a jamais vu autant de recours d'ailleurs de la part d'étudiants. Les parlementaires s'en sont mêlés, le Conseil d'État. Il y a eu un nombre de demandes de référés suspensifs au tribunal administratif comme jamais. Voilà, donc c'est dans ce maelstrom juridico-réglementaire qu'on évolue désormais, à la fois du côté hôpital que du côté facultaire, et à la fois du côté de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire, bien sûr. Personne n'est épargné. Donc on a le plaisir de donner la parole à Guylaine Nicolas, qui nous vient de l'université d'Aix-Marseille et qui va traiter ce sujet. Je vous remercie, vous avez presque déjà tout dit. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer par remercier le professeur François-René Pruvot de me donner l'opportunité de parler devant vous de l'instabilité réglementaire, plus largement juridique, et de son lien, effectivement, avec l'incertitude. Alors, on va continuer dans les paradoxes, puisque finalement, il ne devrait pas y avoir d'incertitude dans le domaine juridique, puisque la sûreté juridique est un principe fondateur qui existe depuis 1789, c'est l'article 2 de la DDHC, le droit à la sûreté. Parmi le droit à la sûreté, il y a la sécurité juridique qui est un élément très important, constitutif. Le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence de 1999, en a fait d'ailleurs un objectif de valeur constitutionnelle. Le droit doit être accessible et intelligible, particulièrement la loi, pour prévenir le risque d'arbitraire. Le législateur a l'obligation d'adopter des dispositions suffisamment précises, des formules non équivoques. Le Conseil d'État en donne également sa définition. Le principe de sécurité juridique suppose que le droit soit prévisible et que les situations juridiques restent relativement stables. Donc, sur ce fondement, il ne devrait pas y avoir d'instabilité a priori. La sûreté juridique devant permettre à la fois la sécurité juridique des citoyens, protéger les citoyens des incohérences ou de la complexité des textes, de leurs changements trop fréquents, une sécurité juridique qui concerne également les normes. La décision politique est encadrée dans un processus démocratique qui doit assurer la transparence de la prise de décision politique, la transparence aussi de sa mise en application par les textes jusqu'au niveau institutionnel. Cette transparence, elle est essentielle pour avoir la confiance des citoyens. Alors la confiance n'est pas une notion juridique, pourtant elle commence à irradier nos textes. Je prends que l'exemple de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance. Alors sur ce fondement, pour autant, effectivement, on parle d'insécurité juridique, on en parle d'autant plus et d'autant plus récemment que la Cour de cassation a mené un colloque sur 2 jours avec de très éminents juristes en mars dernier sur l'insécurité juridique, l'émergence d'une notion. L'émergence d'une notion parce que, on le dit depuis ce matin, on est dans un contexte d'incertitude, on a toujours été certainement dans un contexte d'incertitude, mais on le vit d'autant plus pleinement avec d'abord le terrorisme, puis ensuite, maintenant, la crise sanitaire. Alors, c'est un sujet qui est devenu brûlant pour les juristes aussi. Ça fait à peu près 20 ans, finalement, qu'on parle d'insécurité juridique et que celle-ci est étudiée par la doctrine, et si elle est effectivement face à l'instabilité de la norme, la profusion de normes, au point que le Conseil d'État a étudié en 2006 la sécurité juridique et la complexité du droit, et que plus largement, dans la doctrine des juristes, un certain nombre d'enseignants ont écrit, enseignants et chercheurs, qu'on pouvait avoir une évolution de cette perception de la sécurité juridique. Nicolas Mofessis parle d'angoisse face au droit, qui n'est donc plus du tout considéré comme étant sécurisé. Alors, il y a une évidente inflation normative. Je ne prends qu'un exemple, le Code de la santé publique, que vous connaissez bien. La version actuelle que vous connaissez, elle date d'une codification qui a à peu près 20 ans. Le professeur Didier Truchet, qui a participé à la commission de codification du droit de la santé publique, expliquait la semaine dernière, dans un colloque où j'étais présente, que cette commission avait fait le bras de fer avec le Conseil d'État pour obtenir que ce code soit fondé sur des articles à 4 chiffres et non pas 3 chiffres.
Le Conseil d'État était réticent, disant que ce n'était pas un code général, que 3 chiffres devraient suffire. Bon, finalement, la Commission l'a emporté. Et au bout de 10 ans, ces 3 chiffres avaient déjà explosé. Donc on a des articles qui sont maintenant l'article L1111-4-3. Au bout de 20 ans, il faudrait, dit le professeur Truchet, revoir complètement cette codification pour que le code continue à rester lisible. Donc une inflation normative qui génère une instabilité, voire une imprévisibilité. Les textes sont longs, de plus en plus complexes, difficiles. Le droit devient inaccessible. Devenant inaccessible, évidemment, il va générer des incertitudes sur les situations juridiques. Et cette insécurité, bien souvent, elle a cet effet pervers qu'elle va générer encore plus de droits. Face à l'insécurité, souvent le réflexe, c'est de reprendre des textes pour les préciser. Et on va donc nourrir à nouveau l'inflation normative, au point que cette inflation normative est devenue un sujet d'étude du Conseil d'État. Depuis 2018, le Conseil d'État travaille à l'élaboration d'un indicateur relatif à l'instabilité de la norme. Alors j'ai tiré de cette étude 2 rapides statistiques. On voit ici illustrer l'instabilité pour l'ensemble des codes. Vous voyez la progression sur une dizaine d'années, et en 2009, on avait atteint 1000 modifications de l'ensemble de nos codes. Alors il faut faire attention avec ces chiffres qui vont de variations infimes à des variations beaucoup plus importantes, mais qui marquent bien cette progression de l'évolution des textes. Puis une autre illustration pour montrer que toute la hiérarchie normative est touchée, les circulaires, beaucoup de circulaires, de plus en plus de circulaires. Vous noterez, je ne sais pas si c'est rassurant, que la santé et la solidarité ne sont pas forcément les plus touchés par le très grand nombre de circulaires, puisque c'est la défense qui a la palme. Alors, instabilité juridique, oui, mais au pluriel. Si on parle d'instabilité juridique, on doit le décliner. Une multiplication des réformes. Chaque gouvernement ces dernières années veut marquer sa stratégie nationale de santé, alors que finalement, si on regarde notamment en matière de prévention, l'évolution des grandes lois de santé publique sont très constantes depuis 2004. Mais il y a derrière cette multiplication des réformes, une multiplication des lois. Modernisé en 2016 avec 224 articles, notre système de santé a été transformé 3 ans plus tard en 2019 avec cette fois 81 articles. Des lois fleuves. On considère qu'elles sont moins bien écrites d'ailleurs, et qu'en perdant en concision, on a perdu parfois en clarté. Et puis des lois qui vont nécessiter un très grand nombre d'articles de décrets d'application, donc d'articles réglementaires, 176 mesures réglementaires pour la loi de 2016, au point que la commission sanitaire et sociale du Sénat a estimé que c'était le plus grand nombre de textes qu'elle ait eu à voir pour une loi sur les 5 dernières années. Et s'il y a une multiplication des textes, il y a forcément derrière une multiplication de la jurisprudence, parce que beaucoup de textes et des textes qui sont difficiles à interpréter, ça nécessite une intervention du juge pour y voir plus clair souvent et définir une jurisprudence dominante. Alors cette complexité du droit, elle est remise en question ou en perspective par un grand nombre de chercheurs du droit qui disent que ce n'est pas le droit qui est devenu complexe. Malgré toutes ces réformes successives qu'on vient de citer, on pourrait en citer d'autres, mais je ne le fais pas pour essayer de rester dans le temps imparti. Ce n'est pas donc le droit qui est devenu complexe, c'est le monde qui l'est. Et un monde complexe, forcément, il faut une pluralité de normes avec des strates différentes. Et dans cette complexité, il y a aussi, ça a été évoqué ce matin, le rôle du droit de l'Union européenne qui va insuffler une plus grande complexité. Alors, comment traiter rapidement cette complexité en à peine 20 minutes, il m'en reste déjà plus que la moitié, en essayant de faire simple, évitant d'être simpliste, j'espère. J'ai repris bien les 3 missions du CHU, le soin, la recherche et la formation, et je vais essayer très très vite d'illustrer pour chacun les raisons d'une instabilité qui peut être génératrice d'incertitude. Alors le soin, eh bien, c'est bien sûr l'égalité d'accès aux soins et la qualité des soins dans les territoires. La recherche, c'est la recherche telle qu'on la pense au niveau national, mais qui se construit dans un marché unique avec le poids important de l'Union européenne. Et la formation, eh bien, c'est le facteur humain et la difficulté, on l'a déjà très longuement évoqué, de l'attractivité des professions médicales et paramédicales.
médicale. Face à ces constats, il n'y a pas de solution, mais des pistes de réflexion potentielles, repenser la place du droit, repenser la place du juge et éventuellement repenser la nécessité de sécurité. Donc, premier constat, le soin et les territoires. De nombreuses réformes, je ne reviens pas sur la pluralité que vous avez à l'écran, qui correspondent finalement à une difficulté qui a au moins 200 ans sur notre territoire, un État centralisateur, pour des raisons à la fois de maîtrise du budget, également de garantie de l'égalité et de la qualité des soins sur l'ensemble du territoire, mais la nécessité, mise à l'épreuve pendant la crise Covid, d'une adaptation au niveau local et une adaptation la plus fine possible. Alors on peut prendre dans ce cadre l'exemple du GHT. Le GHT, c'est à la fois un instrument qui est dans la continuité de la coopération, décloisonnement qui commence avec les ordonnances Juppé de 1976, c'est l'héritier de la CHT, mais en même temps, c'est une construction juridique originale, difficile à quantifier, à qualifier pour le juriste, qui va le considérer comme un outil qui n'est pas abouti, plutôt un laboratoire juridique. Et face à un laboratoire juridique, eh bien, on a forcément un certain nombre d'incertitudes, voire d'insécurité juridique. On a l'impression, le sentiment d'être au milieu du gué, entre le contrat d'organisation d'un côté, la personne morale de l'autre. Et en termes de responsabilité, ça peut effrayer effectivement le juriste qui essaye d'y voir clair. Deux exemples, très vite. Le principe de gradation des soins du PMSP, eh bien, il va faire qu'il y a des interventions successives par des établissements successifs. Qui est responsable si par hasard il y a un dommage lié aux soins? À quel soin? Quel moment? Alors le juge va facilement, finalement, protégeant l'intérêt du patient, utiliser l'obligation in solidum, mais pour les établissements, c'est beaucoup plus complexe et ça peut générer un contentieux éventuellement. On va retrouver la même problématique sur le transfert de compétences d'achat à l'établissement support, avec finalement ce qui va être un enchevêtrement de responsabilités, parce que l'établissement utilisateur d'un produit défectueux va être le premier à porter cette responsabilité. Donc là encore, potentiellement, on a ce qui peut s'apparenter à une incertitude juridique. Une incertitude aussi et une fragilité parce que le GHT, alors qu'il doit servir à l'égalité d'accès aux soins, eh bien, ne va pas jusqu'au bout de la démarche. On a une logique qui est restée une logique statutaire, pas forcément une logique populationnelle et territoriale. C'est vrai, par exemple, du fait que les ESPIC soient relégués au rang de partenaires et fragilisent du coup la logique de parcours de soins. Un autre exemple, la commission des usagers qui n'aborde pas l'organisation territoriale des soins, donc qui ne peut pas en faire la promotion. Deuxième constat dans le domaine de la recherche, je ne vais pas détailler l'encadrement de la recherche, mais juste vous rappeler la loi Jardé qui date de 2012. Et une loi qui a été en quelque sorte télescopée par une logique plus large, une logique européenne, avec le règlement sur les essais cliniques du 16 août 2014. Donc il a fallu transposer le règlement, modifier la loi Jardé, l'adapter. Ce sont les textes de 2016, la loi du 26 janvier, l'ordonnance qui suit, de nombreux décrets d'application pour arriver finalement à avoir l'ensemble des textes d'application de la loi Jardé seulement à partir du 12 avril 2018. Donc cette superposition finalement de la norme nationale avec l'échelle nécessaire en termes de recherche pour être compétitif que présente le droit de l'Union européenne génère une multitude de textes et potentiellement une instabilité, alors qui peut être temporaire, mais le temporaire, vous le voyez ici, peut durer un peu longtemps et être parfois un sujet d'incertitude dans des projets de recherche qui nécessitent un investissement important. Un autre exemple avec l'utilisation des données de santé. Alors la France avait une longueur d'avance finalement dans la masse des données de santé qui était la sienne grâce à l'assurance maladie, et puis à une loi relativement novatrice en 1978, la loi informatique, fichiers et liberté. Puis là encore, la logique de l'Union européenne, à la fois pour conserver la protection des données de santé, et plus largement d'ailleurs toutes les données personnelles, mais les ouvrir pour qu'elles servent entre autres à la recherche, est venue faire progresser
le droit français. Et la situation finalement à laquelle on arrive actuellement, c'est de reconnaître qu'on a un patrimoine des données de santé qui est une vraie richesse de façon générale et notamment pour la recherche, mais des incertitudes et des insécurités, un questionnement sur la sécurité de nos données nationales. Vous avez très certainement entendu parler des difficultés de l'hébergement en urgence du Health Data Hub par Microsoft pour gérer la crise Covid et le contentieux qui en est suivi. Contentieux qui a donné un certain nombre de décisions du Conseil d'État et qui fait qu'effectivement, on a freiné en fait le transfert des données Covid vers le Health Data Hub. Autre insécurité, l'utilisation des données de santé dans un cadre de recherche et leur pseudonymisation, anonymisation. Je prends un seul exemple parce qu'il y en aurait beaucoup. En matière d'intelligence artificielle, on se questionne sur le fait que l'imagerie cérébrale puisse être vraiment pleinement anonymisée. Et ça, c'est vraiment encore un point de suspension, point d'interrogation. La formation et l'attractivité, on l'a évoqué, je reprends très vite, c'est devenu évidemment un sujet de société que je qualifierais de brûlant pour lutter contre les déserts médicaux et améliorer l'attractivité. 2 exemples très vite, là encore. La loi du 16 janvier 2016 avec les infirmiers en pratique avancée, qui est finalement l'aboutissement de ce que soulevait déjà le rapport Berland de 2003 et l'évolution des lignes de compétences. Et puis, on l'a déjà beaucoup questionné ce matin, le Big Bang demandait des études médicales qui a eu lieu, qui est en train d'avoir lieu, avec 2 objectifs qui devraient a priori régler un certain nombre d'incertitudes, en tout cas sur le papier, l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, ses aptitudes, et en même temps une répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. Sur le papier, c'est effectivement, a priori, une progression particulièrement intéressante. C'est moins vrai pour l'instant, et puis c'est moins vrai parce que c'est en progression. Vous l'avez rappelé, monsieur le doyen, pour l'instant, il y a pas mal de contentieux. C'est vrai que la réforme des études de santé a été percutée en plus par la crise sanitaire, ce qui n'a pas facilité sa mise en place. Donc il y a un contentieux important. Là sur la diapositive, il n'est cité que l'arrêt du Conseil d'État de 2021 qui a quand même contraint une quinzaine de facultés à revoir la répartition des places entre les PACES et les LASPAS. Donc c'est vraiment, ça s'est fait un peu dans la douleur si on prend en compte le contentieux. Un certain nombre d'incertitudes qui sont liées à la crise aussi. Je n'évoque pas, parce que vous le connaissez bien, la problématique de la vaccination qui peut ou non être imposée au personnel en arrêt maladie. Il y a plusieurs arrêts de tribunaux administratifs, très dernièrement, notamment la région qui me concerne, à Marseille et à Nîmes, et des décisions qui ne vont pas dans le même sens. Donc on attend une décision du Conseil d'État pour essayer de stabiliser l'interprétation des textes qui sont arrivés un peu tard et qui ne sont pas forcément très clairs. Une autre incertitude concernant ce qu'on appelle les mercenaires, la disparition des rémunérations des intérimaires qui crèvent certains plafonds que l'on voudrait voir fixés. Alors, cette loi RIST, elle a été reportée et on peut espérer que c'est tant mieux, effectivement, pour gérer la crise qui nous occupe, mais est-ce que la réforme des études permettra la disparition des fonctionnaires? Ce n'est pas encore une certitude. Des mercenaires, ce n'est pas encore une certitude. Et l'application de la loi RIS non plus. La disparition des fonctionnaires, peut-être aussi d'ailleurs. L'incertitude des prochaines réformes, pour faire toujours vite, entre autres le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le décloisonnement des acteurs de santé, le développement de la télésurveillance, du service d'accès aux soins. Est-ce que ça peut être effectivement une certaine solution face aux déserts médicaux? C'est à voir, parce qu'en devenir. Alors face à ces constats, y a-t-il des solutions? Peut-on considérer qu'on peut stabiliser le droit pour faire disparaître certaines incertitudes? Alors le Conseil d'État met en avant une solution qui me semble intéressante et que je souhaitais vous exposer, c'est l'utilisation du droit souple. L'utilisation du droit souple pour avoir une politique de simplification des normes et de la qualité de la réglementation, c'est ce que le Conseil d'État met en avant depuis relativement longtemps, enfin une dizaine d'années, 2013. Et si on l'applique au domaine de la santé, c'est finalement avoir plus de recours aux bonnes pratiques médicales, telles que le définit l'HAS.
une synthèse finalement des connaissances qui ait une forme utilisable dans le cadre de l'activité médicale. Alors ce droit souple, il a été éprouvé et utilisé à bon escient pendant la crise Covid. On a eu un grand recours dans différents domaines au droit souple, mais notamment dans le domaine médical. C'est plutôt intéressant, effectivement, lorsqu'il faut trop de temps pour prendre une loi, même s'il y a eu beaucoup de lois et de règlements de prix. Je me dépêche de terminer. Donc, c'est une solution qui peut être intéressante et qui a été éprouvée. Repenser la place du droit souple, je reprends rapidement ce que dit Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, ça permet une meilleure qualité du droit parce que ça redonne de l'initiative aux acteurs. Alors bien sûr, il ne peut pas y avoir du droit souple partout, on n'en aura pas dans les règles de financement ni dans les régimes d'autorisation sanitaire. Repenser la place du juge, 2 exemples très rapides pour presque conclure. Vous avez illustré ici l'éventuelle instabilité législative dans le domaine de l'hospitalisation sans consentement, avec des textes, on le voit, qui s'emballent dans les années 2010, mais qui sont liés à l'apparition de la question prioritaire de constitutionnalité qui a redonné une place à la fois aux citoyens, mais aussi au Conseil constitutionnel pour arriver à une loi qui est, j'allais dire, enfin satisfaisante en termes de sécurité d'une part, mais aussi de liberté, de liberté et de protection des intérêts du malade. Plus satisfaisante, en tout cas, potentiellement, que les lois précédentes. Un autre exemple inverse, l'affaire Lambert et la fin de vie, de plus en plus de contentieux dans la fin de vie du fait de l'évolution de la loi, mais aussi de l'évolution des mentalités, la volonté renforcée du malade et potentiellement aussi de sa famille en fin de vie, et des décisions qui ne trouvent pas à s'appliquer et qui font penser qu'il faut limiter l'intervention du juge en fin de vie si l'intervention du juge conduit à une décision qui est inapplicable par les médecins et potentiellement privilégier la médiation. Alors pour conclure, repenser le droit, la place du juge, c'est aussi repenser la nécessité de sécurité juridique. Il ne peut pas y avoir de stabilité juridique, en tout cas pas dans le sens où il y aurait une immuabilité du droit. Une immuabilité du droit, ça voudrait dire qu'il ne changerait pas, qu'il n'évoluerait pas en fonction de l'évolution de la société, des découvertes biomédicales. Si on prend la loi de bioéthique du 2 août 2021, elle est une progression très impressionnante depuis 1994. En 1994, interdiction absolue de la recherche embryonnaire. En 2021, on autorise les chimères. Donc il y a une progression colossale. Donc la stabilité du droit, si elle existe, elle est dans la qualité du droit. Il faut plus de frugalité, des normes qui soient moins abscondes. Il faut un droit qui soit plus prévisible, plus concis. Mais là encore, c'est vraiment un choix politique. C'est vraiment un choix politique. Et si on veut effectivement que le droit soit un peu plus en réserve, il faut donner plus de place à une part qui n'est pas d'incertitude, mais qui est plutôt de bon sens avec des règles pratiques. Donc, peut-on avoir des certitudes juridiques dans un monde d'incertitudes? Oui, bien sûr, et fort heureusement, il y a des certitudes démocratiques de protection des droits et libertés fondamentaux, des certitudes démocratiques d'équilibre des pouvoirs à tous les niveaux. Mais il y a la certitude d'une évolution dans un monde complexe qui est accompagnée par le droit et qui permet d'offrir au CHU un cadre dans la gestion de leur champ d'incertitude tel que nous aurons l'occasion de continuer à les examiner cet après-midi. Je vous remercie. Merci beaucoup et félicitations pour ce tour de force parce que vous avez fait un marathon et vous avez absolument rempli toutes les valences de notre écosystème. Et puis vous nous laissez une lueur d'espoir à la fin. Donc, oui, espérons quand même. On ne sort pas complètement désespéré, donc c'est important aussi. On a le temps pour 2 questions de la salle. Oui, si vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Donc Thibaut Steinmetz, moi je suis interne,
Je suis ici au titre de l'ISNI, où je suis vice-président en charge de la formation. Ma question, c'est qu'aujourd'hui, on a un droit qui n'est pas appliqué à l'hôpital sur un bon nombre d'aspects. Ça concerne la pratique des universitaires, ça concerne aussi la pratique des internes. Et donc, c'est plus une interpellation qu'une question. Mais comment on navigue aujourd'hui avec un droit qui n'est pas appliqué à aucun égard, en termes notamment des conditions de travail et du temps de travail? Sur le temps de travail, effectivement, oui, c'est compliqué. Peut-être qu'une intervention en forme de réponse, non. Oui, parce que effectivement, n'étant pas hospitalière moi-même, j'ai plus de mal à rentrer dans le détail de ce que vous soulevez. Si je fais une réponse uniquement de juriste, bon, a priori, s'il y a une règle, c'est qu'elle doit être appliquée. Si elle ne l'est pas, le juge sanctionne la non-applicabilité et la non-application de la loi. Ça, voilà, c'est sur le papier. En pratique, c'est pas ça. En pratique, c'est pas ça. C'est pas ça dans beaucoup de domaines, pas seulement à l'hôpital. Il y a beaucoup d'établissements publics qui fonctionnent avec une interprétation, on va dire, relativement extensible de la norme. Et ils le font d'autant plus que chacun y voit un intérêt à faire fonctionner le service public malgré cette marge grise d'interprétation de ce qui est possible, de ce qui est tolérable et de ce qui ne l'est plus. Voilà, c'est une réponse un peu floue, mais qui nécessite effectivement, d'une part, bien sûr, de défendre les droits des internes et la protection. Ça a été évoqué d'ailleurs ce matin, ça le sera sans doute encore cet après-midi. Et d'un autre côté, peut-être s'interroger effectivement sur les règles qui ont été mises en place, pour voir si ce sont les bonnes, dans le sens, non pas qu'il faut les remettre en question, mais voir comment on peut trouver les solutions à leur non-application. Souvent, lorsqu'elles ne sont pas appliquées, ces règles, quelles qu'elles soient, c'est qu'elles sont en décalage avec la réalité pratique. Et c'est sur ce plan-là qu'il faut essayer de trouver une solution. Alors c'est facile à dire, souvent beaucoup moins à faire, mais ça nécessite effectivement de repenser une structuration interne. Il y a quand même une difficulté qui est la difficulté humaine, le facteur humain, et la pénurie. Et face à ça, il y a un principe souvent qui est supérieur à un certain nombre, notamment de liberté, c'est la continuité du service public. Et particulièrement, bien sûr, la continuité du service hospitalier, qui ne doit pas tout justifier, mais qui est pour autant une marge d'arbitrage qui peut être parfois un peu délicate. Merci. On va donner la parole à Frédéric Boiron, qui a une question. Question courte, réponse courte. Oui, merci, d'autant que Mme Nicolas a très bien répondu. Moi, je voulais dire simplement que, au-delà de cet exemple, on ne peut pas dire de manière univoque que le droit n'est pas appliqué à l'hôpital. On peut dire de manière peut-être lapidaire aussi que le droit est souvent inapplicable et qu'il y a tellement de droits, vous l'avez dit dans votre présentation, que finalement le droit finit par tuer le droit. Et on demande beaucoup au droit, mais en réalité on sait très bien, y compris dans la pratique médicale je crois, que heureusement tout n'est pas écrit. Et la gestion de crise récente qui a été évoquée a montré que pour agir, il fallait aussi savoir ne pas respecter le droit. Les règles qui nous sont applicables, parfois, nous auraient empêché d'agir utilement si on les avait appliquées. Oui, je vous remercie, je vais tout à fait dans votre sens, et c'est peut-être paradoxal pour une juriste de le dire, mais justement, quand on connaît bien le droit, on sait qu'on n'a pas intérêt à avoir du droit partout, et qu'il faut laisser des marges d'interprétation, et qu'il y a des domaines, j'évoquais très vite la fin de vie, dans lesquels pendant très longtemps il n'y a pas eu de règles, et que le bon sens, la déontologie, l'éthique permettaient de régler certaines situations, que d'introduire des normes trop rigides, parce que souvent, effectivement, la règle de droit, quand elle est posée dans la loi ou dans le règlement, est rigide, génère plus de difficultés qu'elle n'en résout. Donc je vous rejoins tout à fait. On redonne la parole à François-René Pruvot. Juste deux phrases pour souligner ce que viennent d'échanger Frédéric Boiron et Guylaine Nicolas. La première, c'est que je crois que c'est un président des États-Unis qui a dit « Quand une loi n'est pas applicable, eh bien, il faut la supprimer ». Et puis Richelieu, c'était dans un hebdomadaire il y a très peu de temps, a dit
Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on voulait défendre, qui se passe. Merci. Je rajouterai Étienne Portalis, parce que Aix-en-Provence, qui disait que le législateur doit toujours agir d'une main tremblante. Donc voilà, ça va tout à fait dans ce sens-là. Merci. Voilà. Je vous propose que ça soit la conclusion de cette session. On peut vous applaudir encore. Merci beaucoup pour votre participation à cette session très intéressante, passionnante. Et on remercie également les orateurs pour la qualité de leurs interventions. Je repasse si vous voulez ajouter quelque chose. Non, merci encore à tous et merci encore à François-René pour le thème qui est tout à fait passionnant de ces assises et qui nous a éclairé encore ce matin à l'occasion de cette table ronde. Merci à vous. Et à très bientôt. Et donc là, on fait une pause. Pause et reprise à 14h. Voilà, merci à tous.